Alors moi, je vais vous parler du risque Covid des animaux familiers, animaux de compagnie. C'est une problématique dont on parle beaucoup actuellement, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des animaux familiers. Vous verrez que c'est pas mal de personnes se posent la question quel est le risque par rapport à ces animaux? Est-ce que je risque de les contaminer? Est-ce qu'ils risquent de me contaminer? Quelques rappels, le SARS-CoV-2, c'est un coronavirus bêta, c'est un gros génome qui lui permet de varier très rapidement sur le plan génétique grâce à des mutations et à des recombinaisons. Il a plusieurs protéines de structure, celle qui nous intéresse le plus, c'est la SPAC, qui, grâce à son domaine RBD, récepteur binding domain, se fixe au récepteur de la C2, enzyme de conversion d'angiotensine, qui est le récepteur cellulaire qui va permettre l'entrée du virus. C'est responsable du Covid-19. C'est une zoonose au départ parce que le réservoir est animal. Par contre, ce qui la caractérise, c'est la transmission interhumaine rapide qui explique l'épidémie et la pandémie. La pandémie est reconnue en mars par l'OMS. Et à ce jour, en février 2021, l'OMS décompte 100 millions de cas d'infection Covid-19 confirmés et un peu plus de 2 millions de décès. Je ne sais pas quelle est la réalité par rapport à ces chiffres-là. En tout cas, ce sont ceux qui sont affichés par l'OMS. J'ai emprunté ce schéma à Christian Dumont, juste pour rappeler que au départ, c'est une zoonose avec un réservoir probablement sauvage. Vous savez qu'on parle beaucoup des chauves-souris. Qu'il y a une transmission à l'homme qui on ne sait pas très bien de quelle façon, soit en contact avec ces animaux, soit avec des animaux intermédiaires, soit plus vraisemblablement peut-être par l'alimentation ou d'autres voies. Qu'il y a d'abord un passage du virus dans la population, une explosion parce qu'il y a eu un rassemblement de personnes à travers des festivités, et puis une explosion dans la population chinoise, mais très rapidement, du fait des transports de personnes et de marchandises, on est arrivé à une pandémie. La question posée, c'est est-ce que le risque zoonotique est modifié par cette pandémie? Est-ce qu'il y a une extension du réservoir animal? Est-ce qu'il y a une extension des intermédiaires, s'ils existent? On ne les a pas caractérisés. Est-ce qu'il y a une multiplication de la circulation du virus? C'est probable. Est-ce qu'il y a une zoonose qu'on peut appeler réverse? Est-ce que l'homme est capable d'infecter des animaux? On a au moins un exemple évident, c'est celui du bison. Est-ce qu'il y a une transmission possible vers les animaux domestiques? Et puis, mon sujet d'aujourd'hui, vers les animaux de compagnie. Et quel est le rôle de ces animaux domestiques et surtout de compagnie dans le risque zoonotique? Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes transmettre la maladie à des personnes saines? Et alors, quand on parle d'animaux domestiques, d'animaux, familiers, d'animaux de compagnie en France, c'est quoi? Bien, si on regarde le risque, vous voyez qu'en France, il y a 8 millions de chiens, c'est 26% des foyers. Il y a 14 millions de chats, c'est un peu moins de 25% des foyers. Donc, c'est pas du tout négligeable. Si on regarde ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les NAC, tout ce qui est des pas chiens et chats, essentiellement ce sont des petits rongeurs, hamsters, souris, rats, gerbilles, cochons d'Inde, lapins nains, c'est à peu près 6% des foyers. Donc là encore, ça n'est pas négligeable du tout. Et puis, je ne vais pas m'étendre sur les oiseaux, reptiles, poissons, amphibiens, parce que vous verrez que leur rôle est quand même moins important. Au total, il y a à peu près 60 millions d'animaux de compagnie en France, c'est-à-dire au moins un par habitant. Bien entendu, en général, il y en a plusieurs par foyer, et donc en fait, ça concerne à peu près 50% des foyers qui possèdent au moins un animal de compagnie. Alors, comment évaluer le risque lié à ces animaux de compagnie? Il y a plusieurs étapes. Une étape, c'est des données biologiques, notamment des interactions entre Spike et la CE2, qui fait l'affinité en tout cas l'infectiosité du virus vis-à-vis de certaines cellules. Je vous parlerai en 2 mots de température corporelle, mais il y a probablement d'autres marqueurs biologiques. On l'a évalué dans des modèles expérimentaux, dans des données concernant les infections naturelles chez les animaux,
quelques études séroépidémiologiques. Bon, je parlerai peu de la densité de population et du comportement des animaux qui influencent. Et puis, bien entendu, des interactions homme-animal. Au plus elles sont fréquentes, au plus le risque est important. Alors d'abord, sur le plan biologique, les interactions spike, la région qui s'accroche au récepteur de la CE2, on peut, j'ai pris un tableau dans la littérature qui montre la séquence en acide aminé de la région RBD. Vous avez en haut celle de l'homme qui est très sensible à l'infection par le SARS-CoV-2. Et au-dessous, vous voyez, chaque fois que c'est jaune, c'est qu'il y a une différence en acide aminé. Et si vous regardez, c'est à titre indicatif, ça n'est pas strictement corrélé, et vous voyez le chat dessous qui a peu de différence, vous verrez que c'est un animal très sensible, le chien un petit peu moins, et puis en bas, vous trouvez la souris et le poulet, qui sont des animaux résistants, qui ont des séquences en acide aminé qui sont très différentes. Si on essaie de corréler ça avec des données in vitro, ici vous retrouvez ce que je viens de dire, et j'ai pris quelques exemples caractéristiques. Ici vous retrouvez ce que je viens de dire. On peut évaluer ce que je vous ai montré auparavant, ça s'appelle in silico, on compare simplement des séquences, et à côté on peut faire des tests in vitro, regarder si in vitro on est capable d'infecter des cellules qui expriment la CE2 de l'espèce animale qui nous intéresse. Là, vous voyez le chat. In silico, il y a une très bonne corrélation entre la séquence de la CE2 du chat et le virus SARS-CoV-2. Et on peut effectivement facilement infecter in vitro des cellules qui expriment la CE2 du chat. Si vous regardez le chien, vous avez également in silico une bonne homologie. Là aussi, on peut infecter des cellules qui expriment la CE2 du chien. On regarde le lapin, idem, et pareil, on peut infecter des cellules. Si on regarde maintenant le rat et la souris et le rat, vous voyez que l'homologie est nettement moins bonne, in silico, et lorsqu'on essaie d'infecter des cellules qui expriment la CE2 de ces animaux, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à les infecter. Je ne vais pas entrer dans le détail, cette corrélation in silico, in vitro et sensibilité de ces animaux n'est pas toujours parfaite, mais vous voyez que dans ce cas-là, ça marche pas trop mal. La température corporelle, juste pour dire que c'est probablement pas anodin de constater que la température des animaux qui est autour de 37, 36 à 38, ces animaux-là sont sensibles au SARS-CoV-2. Et par contre, lorsqu'on regarde des animaux qui ont une température beaucoup plus élevée, le cochon à 39 et quelques, le poulet à 40, ces animaux sont résistants. Pourquoi? On ne sait pas. Mais il y a une corrélation quand même qui est assez bonne et qui explique sans doute quelque chose. Et dans le cas du cochon, l'affinité de la spike pour la CE2 est aussi bonne que celle de l'homme. Et pourtant, cet animal est complètement résistant à l'infection par le SARS-CoV-2. Dans les modèles expérimentaux, c'est là qu'on a pu véritablement évaluer la sensibilité de ces animaux et l'évaluer dans des conditions reproductives, à la fois en regardant quels étaient les signes cliniques chez ces animaux, l'expression du virus, que ce soit l'ARN viral ou lorsqu'on peut cultiver le virus. Bien entendu, lorsqu'on cultive le virus, c'est que probablement l'animal est plus infectieux. Les lésions, je ne parlerai que de pneumonie, mais en fait, il y a eu des autopsies pour regarder les lésions dans les différents organes, la réponse anticorps chez l'animal et la transmission interespèce. En général, on met en contact des animaux infectés et non infectés et on regarde s'il y a transmission du SARS-CoV-2. Alors, vous regardez par exemple chez le chien n'a pas de symptômes. En général, lorsqu'on l'infecte, alors ils sont tous infectés par voie intranasale en général, avec des inoculums assez élevés, 10 puissance 5, 10 puissance 6 virus. Vous voyez que le chien ne réagit pas de symptômes. On trouve le virus dans les selles 2 jours après, c'est tout. Il n'y a pas d'expression de virus infectieux. Il n'y a pas de signes cliniques, mais il n'y a pas de teinte pulmonaire non plus.
Certains animaux développent une réponse anticorps, mais pas tous, et il n'y a pas de transmission interespèce. Le chat présente des signes peu sévères, ou pas du tout. Il y a une expression par voie aérienne qui va jusqu'à une petite semaine. Idem pour la détection des virus infectieux. Les lésions sont globalement peu sévères à l'autopsie. Il y a une réponse anticorps, une transmission interespèce. Le furet peut donner un peu plus des signes cliniques, en particulier de la fièvre, une activité réduite. On trouve le virus dans les voies aériennes pour certains animaux jusqu'à 3 semaines. On les trouve aussi dans les fosses nasales pour le virus infectieux pendant une bonne semaine. Il y a des lésions sévères, réponse anticorps, transmission interespèce. Et enfin, le hamster doré, qui est l'espèce la plus sensible. Sur le plan clinique, c'est essentiellement une perte de poids. Dans les voies aériennes, on détecte le virus pendant au moins 2 semaines, les fosses nasales aussi. Et il y a des lésions très sévères pulmonaires. Le furet est considéré sur le plan expérimental comme un animal, un modèle d'infection moyen, de sévérité moyenne, alors que le hamster est une infection de plus grande sévérité. Vous notez au passage qu'il y a peu de signes cliniques, donc difficile à détecter. Il n'y a pas de complications graves, comme on peut l'observer parfois chez l'homme, et il n'y a aucune mortalité dans tous ces modèles expérimentaux. Alors, si on regarde la séroprévalence, quelques études. En Chine, il n'y a pas beaucoup d'études sur la séroprévalence. On recherche des anticorps, en général par ELISA. Vous voyez qu'il y a une première étude en Chine, au tout début de l'épidémie, qui montre sur 480 chiens, sérum bien entendu, et 87 chats, aucune détection d'anticorps. En Chine, à Wuhan, au début de l'épidémie, 102 chats, 14%, mais en vérité, lorsqu'on regarde bien, c'est un test ELISA qui est peut-être un petit peu trop sensible, en vérité, avec un cutoff un peu trop bas. En Italie du Nord, entre mars et mai 2020, 451 chiens et 191 chats, une prévalence de 3%, 3,3 à 5,8. Et une étude en Croatie, 656 chiens, 0,31%, et 131 chats, 0,76%. C'est que de la séroprévalence qui montre sans doute que quelques animaux ont été exposés, mais ce ne sont pas des chiffres très très élevés, surtout que ces sérums ont été prélevés chez les animaux en pleine phase épidémique ou pandémique de la maladie. Alors, si on regarde maintenant les cas d'infection chez l'animal qui ont été rapportés, d'infection naturelle, le plus souvent contaminés, ces animaux étaient contaminés par les personnes qui possédaient ces animaux. Vous voyez qu'on a décrit quelques cas en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Je ne vais pas vous dénombrer le nombre de cas, mais regardez une chose simplement, c'est que chaque fois que vous avez chien, le plus souvent vous n'avez aucun symptôme, c'est une recherche plutôt systématique. Et par contre, quand vous avez chat, par la première étude, très souvent ils souffrent de symptômes respiratoires ou respiratoires digestifs. Et vous notez au passage qu'il y a un cas en Slovénie de transmission à un furet. Si je résume tout ce que je vous ai raconté, quel est le risque connu actuellement par rapport à ces animaux de compagnie? Bon, on sait bien d'abord, commençons par ça, il y a une transmission interhumaine qui est importante dans un foyer. Quels sont les animaux à risque? D'abord, quels sont les animaux pour lesquels on a décrit une infection homme-animal? Eh bien, les chiens, les souris, les rats qu'on peut avoir à la maison, finalement, ne sont pas concernés actuellement, même si quelques données chez les chiens ont montré que quelques chiens ont été contaminés, mais en vérité, ça reste très secondaire. J'en ai pas parlé, mais tous les animaux exotiques, les serpents, les tortues, etc., ne sont pas contaminés, ne sont pas sensibles. Les chats, ça reste à caractériser un petit peu mieux, c'est-à-dire que les chats apparemment sont sensibles au SARS-CoV-2. Il y a eu quelques cas décrits, vous avez vu. Ces animaux en général sont symptomatiques et on a vu qu'ils pouvaient être excréteurs de virus pendant bien 2 semaines et qu'ils pouvaient transmettre la maladie à d'autres chats.
Et puis, il y a 3 animaux familiers qui sont relativement répandus dans les foyers et qui sont, eux, très sensibles, qui développent la maladie, qui peuvent transmettre la maladie d'animal à animal. Ce sont en particulier les lapins, je pense en particulier aux lapins nains. Ce sont les furets, clairement, qui sont très sensibles. Et vous avez vu qu'encore plus les hamsters. Et donc, le risque probablement majeur, il est lié à ces animaux. Pour l'instant, ce qui a été décrit, c'est transmission de l'homme à ces animaux. Mais bien entendu, il faudra vérifier si est-ce qu'il y a une transmission de ces animaux vers l'homme. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, il n'y a pas de cas décrit. Et je voulais juste vous montrer ici que, paradoxalement, lorsqu'on regarde les animaux de ferme, on s'aperçoit que la plupart ne sont pas sensibles au SARS-CoV-2. Pour conclure, parmi les animaux de compagnie, certains sont plus à risque que d'autres. Il n'y a pas de transmission animale de compagnie à l'homme démontrée à ce jour. Il y a une surveillance nécessaire et des mesures de protection malgré tout. Si vous avez chez vous des animaux de compagnie, en particulier les plus sensibles, et que vous avez une infection à SARS-CoV-2, à l'évidence, il faut éviter les contacts, il faut les protéger, et inversement vous protéger même si la transmission n'a pas été décrite. On peut se poser la question, même si c'est trop tôt, si véritablement l'infection de ces animaux et le risque infectieux de ces animaux vers l'homme était confirmé, on pourrait se poser la question de la vaccination de ces animaux. On peut aussi se poser la question, on décrit beaucoup de mutations chez le SARS-CoV-2 actuellement, et vous savez qu'on est très inquiet sur l'évolution éventuellement du pouvoir infectieux et de la contamination de ces nouveaux virus mutants. Bien entendu, on peut se poser la question pour ces animaux, est-ce que ces mutations vont aboutir à des formes plus graves, des formes de transmission plus faciles? En conclusion, les données actuelles incitent à être prudent, mais n'abandonnez pas vos animaux de compagnie. Le risque pour l'instant évalué est quand même très très faible. Et essentiellement, c'est un risque qui va de l'homme à l'animal et pas dans le sens opposé. Je vous remercie.